Bonjour à tous, je suis Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement et très heureux de vous retrouver. Un grand merci à la maire de Paris, dont nous savons tous l'engagement depuis l'accord de Paris en 2015 et de toute la municipalité pour ce forum zéro carbone. On va continuer la discussion sur les moyens pour mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses au niveau des villes et on va se concentrer dans cette deuxième session plus particulièrement sur la finance verte, la mobilisation de financements publics et privés. C'est un sujet qui m'est très cher pour trois raisons. J'étais l'un des négociateurs de l'accord de Paris et vous savez peut-être que la transformation des systèmes financiers est un des objectifs de la lutte contre le changement climatique, au même niveau que l'atténuation et l'adaptation. C'est dans l'article 2 de l'accord de Paris. Je suis le directeur général de l'Agence française de développement. Nous apportons plus de 5 milliards d'euros chaque année désormais pour des projets bas carbone dans le monde. C'est l'engagement qui a été pris par les autorités françaises, par l'État français en 2015. Et puis, je préside un club de banques publiques qui s'appelle IDFC. On a organisé il y a 3 semaines le sommet Finance en commun en rassemblant les 450 banques publiques de développement du monde et plus intéressant, surtout en engageant le dialogue avec les acteurs financiers privés et avec la société civile pour voir comment aller plus vite, plus loin dans le financement du climat et du développement durable. Et donc, la table ronde que nous avons cet après-midi, finalement, elle poursuit, elle va approfondir ce dialogue entre ces trois parties prenantes, la finance publique, la finance privée et la société civile, c'est-à-dire, in fine, nous tous qui faisons la demande de financement et qui choisiront plutôt de faire des projets durables ou des projets qui ne le sont pas et qui entraîneront les conséquences dans les marchés, dans le système financier lui-même. Alors pour avoir cette discussion, je suis très heureux de vous présenter nos trois intervenants. Cécile Duflot est avec nous, directrice générale d'Oxfam France depuis 2 ans. Et bien sûr, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement et une voix très forte de la société civile. Sameh Wahba est le directeur de la Global Practice Développement Urbain, Gestion du risque de catastrophe, résilience et foncier à la Banque mondiale, le grand financeur public bien sûr de l'action internationale. Et puis à mes côtés sur le plateau, Thierry Déaut, qui est le fondateur et le directeur général de Meridiam, société à mission française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques sur le long terme et durable. Et Thierry est également le président de Finance for Tomorrow, qui est la branche de la place de Paris Europlace, qui porte la voix, qui est spécialisée dans la finance verte et durable. Donc ils auront chacun 5 minutes pour nous présenter leurs activités et nourrir ce débat. Je me tourne en premier vers vous, Sameh Wahba, de la Banque mondiale. Donc, les villes c'est 70% des émissions, c'est 70% de la production énergétique mondiale. La Banque mondiale est un grand partenaire. Comment accompagnez-vous les villes et leurs politiques dans la transition verte ? Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui en l'occasion donc du passage de 5 ans depuis la signature de l'accord de Paris. J'espère que vous m'écoutez bien. Très bien. Parfait. Donc j'aimerais faire 2 points. Donc juste mettre un peu de contexte en ce qui concerne l'accès des villes au financement et surtout pour les actions climatiques et ensuite les interventions de la Banque mondiale. Donc, en ce qui concerne les défis auxquels font face les villes dans les pays en voie de développement en matière d'accès au financement, c'est des défis très importants. Donc, en un premier lieu, les besoins sont énormes. On parle de 1 ou 2 trillions de dollars annuels contre un total de 150 milliards en matière d'aide officielle pour le développement, et ceci est tous les secteurs confondus. On parle aussi que la plupart des villes ont des ressources très limitées en tant que recettes propres, impôts fonciers, etc.
les transferts fiscaux intergouvernementaux, qui sont la source de la plupart des recettes que les villes avec lesquelles nous travaillons ont, de forme générale, ces transferts qui partent du gouvernement central vers les gouvernements locaux sont généralement limités, sont souvent distribués de manière non transparente et de nombreux pays ont un biais rural. La solvabilité donc des villes en matière de creditworthiness est aussi limitée. Donc, parmi les 500 villes les plus grandes avec lesquelles nous travaillons, il y a seulement 90, donc soit 18%, qui sont cotés solvables en matière d'accès au marché de capital au plan national ou international, et seulement 32 de ces villes qui ont émis une obligation, donc soit 6%. Ensuite, les partenariats publics-privés sont toujours naissants. La taille du marché global du partenariat public-privé en matière d'infrastructure est dans l'ordre de 120 milliards. Il y a 10 milliards qui sont vers les services municipaux et de cette manière-là, une amélioration, disons, de 10-15% de l'efficacité des dépenses publiques en infrastructure aurait un effet aussi important. Donc, et ensuite, la situation est en train d'empirer avec Covid, donc en raison de l'impact des restrictions sur la baisse des activités économiques. Donc, la réalité, c'est que la plupart des villes avec lesquelles nous travaillons estiment une baisse des ressources propres entre 15 et 30% par année. Donc, c'est un contexte un peu compliqué, mais ceci dit, pour pouvoir financer donc les plans d'action climatique ambitieux des villes, pour décarboniser et s'adapter au changement climatique, il faudra donc pouvoir se concentrer sur les boulots d'étranglement. Donc, on écoute fréquemment un point de vue sur lequel il y a un manque d'argent, excusez-moi, que ce n'est pas un manque d'argent, que c'est plutôt une aversion au risque des investisseurs. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais il est aussi vrai que les pays en voie de développement, il y a beaucoup de villes qui ont une capacité un peu limitée, un manque d'historique, etc. Donc, et parfois aussi le manque de cadre réglementaire au plan national qui gère la responsabilité fiscale. Donc, à la Banque mondiale, ce qu'on a fait, et ça c'est mon deuxième point, ce qu'on a fait pour identifier et débloquer ces boulots d'étranglement, il y a plusieurs actions. Sur un premier lieu, c'est aider les villes à préparer des projets bancables d'infrastructures résilientes et bas carbone. Donc, à la Banque mondiale, avec la Banque européenne d'investissement, l'appui du gouvernement allemand et de Luxembourg, on a mis en place un fonds qui s'appelle le GAP Fund, qui appuie les villes à transformer les idées qui figurent dans leur stratégie en des projets bancables jusqu'au niveau de la préfaisabilité. Ensuite, on travaille pour aider les villes à intégrer la résilience dans la planification. On a un programme sur la résilience des villes qui travaille déjà avec plus de 150 villes. Aussi, on aide les villes à accéder au financement privé. C'est le même programme, y inclut avec des garanties contre le non-repaiement. Entre autres, on a un appui de l'Union européenne sur les garanties. Et enfin, on essaye d'aider les villes à accéder aux marchés financiers domestiques et internationaux en les appuyant à résoudre les obstacles en ce qui concerne leur creditworthiness, augmenter les ressources propres, rationaliser les dépenses, réformer les transferts publics, etc. Et donc, mon dernier point, donc à la Banque mondiale, comme vous l'avez mentionné, on est le plus grand bailleur donc, de fonds multilatéral dans les investissements et on a fait 22 milliards l'année passée. Bravo. Avec ce. Je vous le... Bravo Samé, bravo à la Banque mondiale. On voit toute l'importance de la finance publique, bien sûr, pour préparer les projets, les bonnes politiques, mais tout ça n'a de sens que si l'investissement privé ensuite arrive. Et là, je me tourne vers Thierry pour qu'il partage avec nous l'expérience de Meridiam, voilà, pour à la fois satisfaire les exigences d'investisseurs et les besoins publics, finalement, des villes. Thierry. Alors pour moi, il y a, merci Rémi, 3 conditions essentielles à la réussite de l'aide aux villes à devenir plus résilientes par le financement. La première est une exigence de transparence et je rappellerai juste ici pour l'exemple l'observatoire de la finance durable qui a été mis en place par Finance for Tomorrow cette année qui permet aux acteurs financiers de déclarer leurs engagements et les résultats en la matière. Donc ça pour l'engagement avec les parties prenantes et la société civile, c'est très important.
important d'apporter cet élément de transparence. Le deuxième élément nécessaire, c'est un partenariat public-privé, à la fois au niveau du financement, mais au niveau de la capacité et des talents. Il est évident, et on vient de le dire, que déployer et investir pour rendre les villes plus résilientes, ça demande à la fois des gens formés et capables justement d'adresser ce type de projet, puis ça demande aussi du financement. Alors c'est pour ça Meridiam a lancé une initiative l'an dernier avec la Fondation Rockefeller et l'agence UNCDF, qui a été rejointe par un certain nombre d'institutions bilatérales et multilatérales, mais aussi par des investisseurs privés pour à la fois apporter des fonds et des compétences dans la préparation des projets résilients des villes, et puis ensuite pouvoir investir dans ces projets de façon, pour parler français, blended finance, hein, au sens où ce mélange de capital public long et privé peut permettre d'arriver à des solutions de financement très importantes et essentielles pour la ville. Et le troisième point, pour terminer et pour laisser peut-être un peu plus de temps à Cécile Duflot de parler, c'est le sujet de la mesure de l'impact. Il faut absolument éviter l'impact washing ou le greenwashing, parce que ça aussi, ça casse la confiance avec la société civile, et donc mettre en place des méthodologies scientifiquement prouvées pour être capable de montrer l'impact des investissements qui sont faits, notamment en matière de résilience. Merci beaucoup Thierry. Je me tourne à présent vers Cécile Duflot pour l'interroger sur, bien sûr, son regard sur cette transformation de la sphère financière 5 ans après l'accord de Paris. Quel rôle peut jouer la société civile pour accélérer encore cette transformation? Et puis, Cécile, tu diriges Oxfam France. Il y a un grand sujet de solidarité, évidemment, entre le Nord et le Sud, qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il y a de l'épargne, il y a de la liquidité dans le monde, mais elle n'est pas bien allouée. Il faut absolument corriger cela si on veut collectivement réussir à tenir le 1,5 degré ou le 2 degrés. Cécile, je t'en prie. Merci beaucoup Rémi, merci à tous et à toutes. Alors c'est vrai que Oxfam est une organisation internationale qui était elle aussi très investie dans les COP et dans la préparation de l'accord de Paris, où on sait que la société civile était très mobilisée. Alors 5 ans après, on a quand même 2 éléments qui piquent un peu, on va dire. Le premier, c'est qu'on vient de vivre les 5 années les plus chaudes depuis que la température est mesurée. Donc on peut dire qu'on a quand même un sujet de réalisation eu égard à l'objectif de rester sous les 2 degrés, avec une grande inquiétude scientifique sur la capacité de l'atteindre, mais encore plus une inquiétude politique sur la volonté de mise en œuvre des réponses qui sont nécessaires. Et ces réponses, elles existent, et tu l'as dit Rémi, sur le plan financier, notamment en termes de solidarité, puisque les pays s'étaient mis d'accord pour mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. C'était ça aussi, l'accord de Paris. C'était pas seulement la trajectoire en termes de degrés. Et que ces 100 milliards qui devaient aller aux pays en développement devaient à la fois permettre de travailler sur l'atténuation, mais aussi sur l'adaptation. Et Oxfam, comme d'autres organisations, mais nous avons publié un rapport récemment pour analyser l'écart entre ce discours, ces engagements et les actes, parce qu'on sait bien qu'en la matière, il n'y a qu'une chose qui vaut, ce sont les actes, et que nous sommes quand même assez inquiets de constater que on peut présumer que les pays riches gonflent les chiffres qu'ils ont publiés, et que l'aide réelle, l'aide qui a été déclarée est de 62 milliards, mais que l'aide réelle ne risque surtout de représenter qu'un tiers de cette somme, soit entre 19 et 22 milliards de dollars par an, ce qui est loin d'être suffisant, avec un autre point faible, qui est la part faible accordée au financement en faveur de l'adaptation, même si on peut aussi noter que sur cet aspect-là, les choses ont progressé, et plutôt bien progressé ces dernières années. L'autre élément problématique, c'est le rapport prêt-don,
là aussi, on voit bien que s'il s'agit d'aider les pays du Sud, qui sont eux les principales victimes dès aujourd'hui des conséquences du dérèglement climatique, alors qu'ils en sont les moins responsables, le chiffre que nous avons actualisé, c'est que 52% des émissions de gaz à effet de serre sont en 2019, le fait des 10% les plus riches. Et que les conséquences que vivent aujourd'hui les pays du Sud, c'est des conséquences dont ils ne sont pas responsables. Donc cet effort de solidarité, cet engagement de solidarité des pays riches, c'est aussi parfaitement légitime puisque nous sommes les principaux responsables de la situation actuelle. Donc nous sommes encore en retard, nous pouvons faire mieux et c'est pour ça que la société civile est engagée dans tous nos pays pour mobiliser les acteurs comme l'Agence française de développement et comme d'autres à tenir cet engagement et à continuer leur mue et leur mutation. Mais cette responsabilité des bailleurs publics va de pair avec le rôle de la finance privée. Vous l'avez dit, j'ai bien aimé en disant il n'y a pas un problème de liquidité, il y a un problème d'aversion au risque. Sauf que là, il faudrait prendre conscience que le risque climatique est bien plus important que n'importe quel autre risque financier, même si on peut classer les actifs carbo-intensifs dans un risque financier désormais aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a un risque de dépréciation d'actifs qui est considérable. Donc pour nous, la réalité aujourd'hui, c'est que l'outil de la finance est un outil décisif, c'est le robinet qu'on ferme pour les énergies fossiles et qu'on doit ouvrir pour la transition écologique et pour le financement de l'adaptation. Bien, merci beaucoup et merci à tous les trois. Je crois que avec 3 points de vue différents, on a entendu quelque chose, je ne dirais pas de consensuel, mais on voit le progrès qu'on a accompli depuis 5 ans dans ce monde-là. Bien sûr, on ne va pas assez vite encore, on ne va pas assez loin. Bien sûr, il faut mêler de l'argent public et de l'argent privé. Et bien sûr, il faut se préoccuper de solidarité parce que les émissions ne s'arrêtent pas à la verticale des pays et que si on peut en économiser dans tous les pays du monde et en particulier les plus pauvres et ceux qui sont les plus frappés par les questions d'adaptation qui doivent également progresser, c'est dans l'intérêt de tous. Voilà, donc ces financements internationaux, ces nouveaux, ces innovations financières, il faut les encourager. J'espère que nous vous en avons donné une indication. Merci à tous.